Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Ouais, il a les cheveux mouillés, alors pas dehors, hein. Pas dehors. Rentre, Thames. Les cheveux mouillés et tout, rentre. Non, c'est pas sec, rentre. Ça commence, là, les photographes. Il sort d'une angine et tout, alors, il vient d'être malade. L'inclassable Giroud, absolument. On va l'écouter quelques autres fois dans cette deuxième partie. Arnaud Ramsey, je rappelle que vous êtes notre invité ce soir dans Classico à l'occasion de l'apparition de la BD A.J. Auxerre, Le fabuleux destin, paru aux éditions En Exergue. Les illustrations sont signées de Frédéric Lepage. On vient d'écouter Giroud à l'œuvre. Dans cette BD, vous montrez, je le disais tout à l'heure, que ce club a une histoire qui finalement dépasse la personnalité hors norme et le parcours exceptionnel de l'un des entraîneurs les plus charismatiques de l'histoire de notre championnat. Quel a été d'abord votre premier souvenir, grand souvenir personnel de la GIA ? Moi, j'ai travaillé de longues années à France Football et c'est sûr qu'en plus, Auxerre n'est pas très très loin de Paris et vous l'avez diffusé, c'est Giroud forcément. Moi, j'ai connu l'apogée des années Giroud quand ils étaient champions, les débuts 96. De Thierry Cissé, 96, le doublé. Je suis allé pas mal de fois à la Baie des Champs pour voir Auxerre ou ses adversaires. Donc, c'est un club en plus attachant et professionnellement, quand on y allait, on était bien reçus. Giroud, même si vous l'avez diffusé, entre guillemets, il engueulait un peu les journalistes. Il avait tendance à être très paternaliste avec ses joueurs, pour certains peut-être les infantiliser. Mais... Il était difficile pour vous de travailler avec Giroud comme journaliste Travailler, c'est quand même quelqu'un qui a la science de l'histoire et du football. Et pour lui, France Football, c'était pas... Alors, je parle pour France Football que j'incarne à ce moment-là. Il avait un respect infini pour ce titre... qui est France Football qui a inventé le Ballon d'Or, qui est né en 1900. Le Ballon d'Or est né en 56. France Football a une plus longue histoire encore. Donc, franchement, c'est un bonheur si tous les entraîneurs étaient aussi accessibles que Giroud. En rigolant, je pourrais dire que tout journaliste s'est fait engueuler au moins par Giroud. Il avait ce côté un peu père fouettard, mais pas vraiment méchant. Avec les journalistes, il en avait besoin, il savait les utiliser, et nous instrumentaliser. Il ne faut pas être dupe pour faire monter la pression, pour faire monter les enchères, pour tout ça. Mais c'était le client idéal. Il a encore, et pour la bande dessinée, je suis allé le revoir pour un déjeuner avec et Gérard Bourgoin et Giroud, et les deux ensemble. Il y a un historique de la GOC. Voilà, avec Jean-Claude Hamel qui était décédé. Le président, c'était une troïka, on va dire. Mais voilà, Giroud a 87 ans, il habite toujours à Auxerre, il va toujours au match. Si vous interrogez des gens en disant quelle est la personnalité la plus connue d'Auxerre, c'est Giroud, forcément. Et il croise d'ailleurs dans la BD la famille. Exactement, il croise mon grand-père avec ses deux petits-enfants. Et d'ailleurs, pour illustrer ce qu'a fait Frédéric Lepage, c'était une photo que j'ai faite de Giroud qui achète encore, et je le remercie à lui, l'équipe tous les jours, vraiment en papier, et qui a toujours son bonnet, qu'il fasse beau ou pas. Donc voilà, il est arrêté partout, il tient encore une chronique tous les lundis dans Lyon Républicaine. Donc c'est la figure marquante, mais l'idée aussi de la bande dessinée, c'était de montrer qu'il y a une vie avant et que même s'il a une carrière extraordinaire, Giroud, plus de 800 matchs sur le banc de la Auxerre, il a quitté le banc de touche depuis 20 ans. Donc en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, des illusions aussi pour Auxerre qui est tombé en Ligue 2, qui est remonté, qui a été racheté par un milliardaire chinois en 2016. Donc, mais Giroud, forcément, il infuse un peu le livre un peu partout parce que, et en plus pour le clin d'œil, dans le stade à Baie des Champs, vous avez affiché la lettre manuscrite que j'ai reproduite, qui est affichée dans un des couloirs. 1961. Exactement, pour laquelle il postule une lettre de 6-7 pages écrite par Giroud, où il postule pour être entraîneur-joueur à 23 ans de la Auxerre, qui était à l'époque en division d'honneur. Vous êtes un peu inquiet aujourd'hui face à la position de la Auxerre, match nul lié ce week-end contre le Paris FC, avec un but marqué, il attendait depuis 6 matchs. Exactement. Mais toujours en dernière position du classement, à 2 points, je crois, de Metz. Exactement. Et en plus, ce dimanche-là, il y a le match entre Auxerre et Metz. Donc, ça va être le match décisif. En fait, Auxerre, c'est presque un miracle qu'ils soient encore en Ligue 1 parce que c'est un club d'une petite ville avec un petit budget. Ça fait partie des clubs qui, chaque année, sont obligés de vendre leurs meilleurs joueurs. Le capitaine Joubal, le Brésilien, est parti en Russie. Perrin est parti aussi. Ahmed Traoré est parti, était en prêt, il est à l'OM. Donc, forcément, ces clubs-là ne peuvent pas retenir leurs meilleurs éléments. Ce qui est un peu décevant, c'est qu'ils ont terminé 11e
pour le retour en Ligue 1. Donc c'était une excellente saison. Ils avaient battu l'OM notamment 3-0. Et que là, c'est un petit peu de mal à démarrer. Donc si on veut être optimiste, et moi je ne suis pas supporter, mais forcément je le suis un peu devenu de cœur, il reste sur 2 matchs nuls encourageant, on va dire. J'y étais parce que j'avais signé le livre à la boutique du club la semaine dernière contre Lyon avec un penalty repoussé par le gardien, mais qui aurait pu un peu libérer les esprits auxerrois. Beaucoup d'occasions. Auxerre a largement dominé l'Olympique Lyonnais la semaine dernière. Là, le match contre le PFC, c'est un but très heureux, mais quand on voit la joie qu'a inondé le camp auxerrois, ça les a libérés. Et puis vous avez un coach, Christophe Pélissier, qui avait fait remonter le club en Ligue 1, qui paraît être l'homme de la situation. Donc forcément, ça fait partie des clubs comme Metz, comme Nantes, qui cette saison vont lutter jusqu'au bout, parce qu'une Ligue 1 à 18 clubs, forcément, ça va très très vite. Mais après, je ne dis pas qu'ils vont faire comme Rennes, mais Abibek devait être viré du Stade Rennais il y a quelques journées. Et ils viennent d'enchaîner 5 victoires de suite, ils sont 4e ou 5e. Donc le football va très vite, mais ce qui était embêtant pour Auxerre, c'est qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Donc il manque encore une victoire, elle les fuit depuis longtemps. Donc le Auxerre-Metz de dimanche va vraiment être extrêmement important. Alexis et Thomas, un mot d'abord sur la position du moment de Auxerre et ses difficultés. Je vais te demander mon premier souvenir d'Auxerre, et moi, c'est le penalty de Stéphane Maillet contre Dortmund en finale 92. Et c'est larmes. Les larmes où moi j'étais encore jeune évidemment, mais c'était une demi-finale de Coupe d'Europe, c'était quand même c'était un sacré souvenir. Et du coup, Auxerre, c'est toujours parce qu'on a grandi avec ces épopées européennes. Voilà, nous, on a grandi avec ça, donc c'est vraiment un club sur TF1 en prime time, donc forcément il rentrait dans le. Après, il y a eu l'Ajax, il y a eu les contre l'Ajax, tout ça, il y a eu des super souvenirs, il y a eu plusieurs générations. C'est vrai que il y a Dortmund, il y a la bicyclette de l'Asland, pardon. Ouais. Et donc Arnaud mettait en avant que c'était pas que Auxerre, n'était pas Giroud, mais c'est vrai que quand on lit l'histoire d'Auxerre, c'est quand même Giroud qui 40 ans, c'est son énergie qui a fait monter le club. C'est-à-dire que il était bien entouré. Je parlais de Groland tout à l'heure, mais c'est pareil, il faut avoir un bon management au-dessus pour que ça marche bien, mais derrière ils l'ont suivi dans sa folie quelque part, parce que c'est une folie d'imaginer ça. Et je crois que j'avais lu un article sur Giroud qui mettait en avant que son meilleur souvenir c'était la montée en D2, je crois. Enfin, quand il monte en Ligue 2, pour lui c'est tellement devenir professionnel, c'est un de ses meilleurs souvenirs. Bon, j'ai raté un peu ce que tu disais. Alors, je sais pas, j'ai passé la main à Thomas, on va revenir sur l'histoire de Thomas, ton souvenir. Alors je poursuis sur la dernière réflexion d'Alexis, à la fois peut-être sur un souvenir de la JA et je ne sais pas si tu suis depuis les États-Unis leur performance. Je vais te dire après mon souvenir. Non, c'est trop tard. Non, pas trop. C'est vrai que j'ai un peu de mal à suivre tous les matchs ici de tous les sports, parce que je m'intéresse à beaucoup d'autres sports que le foot. Donc c'est sûr que si je devais regarder tous les matchs de tous les championnats, tu profites de Messi. C'est normal, on ferait pareil. Messi qui a joué à la Baie des Champs. Mais pas Auxerre. Non, mais j'ai toujours eu une affection particulière pour ce club, au-delà du souvenir ou quoi. Mais c'est vrai que la personnalité attachante de Giroud, il est grandement responsable. Donc c'est sûr que les voir remonter en Ligue 1, je faisais partie des nostalgiques justement de toutes ces histoires. Après. Moi, je me souviens aussi de défaites du PSG face à Auxerre en Coupe de France avec des buts de Djibril Cissé qui m'ont fait mal. Mais oui, c'est vrai que j'ai toujours cette sympathie pour ce club et les voir derniers du championnat m'attriste et j'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais c'est un peu comme Nantes. C'est des clubs historiques comme ça français qu'on n'a pas envie de voir en Ligue 2 et qu'on a envie de voir perdurer en Ligue 1. Arnaud, le président exécutif du club, Baptiste Malherbe, écrit dans sa préface que la GIA incarne une certaine façon de vivre et de penser le sport. Ce petit tour de table permet de constater que nous avons tous, en tout cas notre génération, un attachement particulier à la GIA Auxerre, même si on peut supporter par ailleurs d'autres clubs. Ce qu'on redécouvre dans le livre, c'est que la création de l'association de la jeunesse auxerroise par l'abbé Deschamps, qui s'orientait vers une carrière très différente autour du notariat, était une réponse à ses yeux à la loi de séparation. On a parlé de 1905 des églises et de l'État. Resituez-nous cette création et son objectif. Vous avez presque tout dit. Effectivement, il se trouve que Auxerre est un village, et
on va dire quelque part que la place centrale, c'est la place des Cordeliers à Auxerre. Et j'y suis retourné la semaine dernière pour signer le livre. Et sur la place centrale, à quelques mètres plus loin, vous avez la cathédrale Saint-Étienne où repose la sépulture de l'abbé Deschamps. Et sur cette place-là, vous avez une plaque où est écrit que ici, en 1904, Émile Combes a prononcé un discours qui préfigurait la séparation des églises et de l'État. Et pour faire très court, Émile Combes était ce qu'on appelle le président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre. Et c'était à Auxerre qu'il a fait un discours en 1904 qui annonçait... quelques bouteilles de Chablis. Exactement. C'est ce que la légende écrit et c'est ce qu'on a resitué. Allait promulguer quelques mois plus tard, et c'est ce qui s'est produit, la séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire c'était un choc. Et du coup, l'abbé Deschamps, dont vous avez dit en quelques mots qu'effectivement, c'est un fils de boucher qui était destiné à être clerc de notaire avant de s'engager dans les ordres à la mort de son père. Et lui, il a une sorte d'intuition et il faut aussi, pour finir de resituer, sans être trop pesant, qu'il y avait la loi de 1901 sur la création des associations. Et juste avant la promulgation de la loi entre la séparation des églises et de l'État, il a lancé officiellement, en décembre 1905, l'association de la jeunesse auxerroise, l'AJA, pour un petit peu récupérer ses ouailles. Et on l'oublie souvent, c'est qu'encore aujourd'hui, même si le foot vampirise tout, c'est une association omnisport. C'était un club de patronage au début, l'AJA Auxerre, dont l'abbé Deschamps, entre les vêpres et les messes, faisait des entraînements. Et après, le club a grandi. Beaucoup des joueurs de la GIA, il y avait des sections tennis, clic batterie, c'est-à-dire fanfare, tir. Enfin, il y avait plein de sections. Encore aujourd'hui, aujourd'hui, on peut jouer aux échecs ou au tennis en étant membre de la GIA. Des joueurs se sont engagés dans le conflit militaire. Ouais. Donc, il y a eu des morts de la GIA pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'abbé Deschamps, lui, est mort en 1949. C'était vraiment... le maire lui a rendu hommage. C'était un hommage quelque part national. Et en hommage, le stade porte son nom parce que c'est vraiment lui qui a transfiguré, qui a donné naissance à l'association de la jeunesse auxerroise qu'on appelle tous AJA sans savoir vraiment ce qu'elle recouvre. Et vous nous apprenez d'une part, ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas des amateurs passionnés de l'histoire de l'AJA, que le maillot avant d'être blanc et bleu roi était d'abord noir justement pour marquer le deuil du vote de la loi de 1905. Exactement. Et qu'en 1970, je saute quelques décennies, pardonnez-moi, les dirigeants procédaient à la laïcisation totale de l'AJA tout en maintenant la croix de Malte comme écusson. C'était le fait de l'époque post-68 ou c'était pour accompagner la progressive professionnalisation du club ? Les deux, je pense, c'est vraiment, pour moi, c'est plus simple qu'un club soit laïque. C'est-à-dire que si vous faites un sondage, tout le monde ne sait pas forcément ce que recouvre la Croix de Malte, ce que ça implique. Pour moi, il n'y a pas lieu plus œcuménique qu'une équipe de football. Donc, c'était dur d'être, même si d'aspiration catholique, la GIA, vous avez des joueurs de toute confession, de toute religion. Donc, on va dire que, non, je crois que ça répond vraiment à ce que vous venez d'expliquer. Ça a accompagné le mouvement, d'abord pour pas segmenter un club qui doit parler à tout le monde. Mais effectivement, cette croix de Malte, ce bleu reste accolé sur le logo officiel du club. Alors, vous rappeliez tout à l'heure la nomination de Giroud. On est en 1961 comme joueur-entraîneur et vous en rappelez les premières péripéties. Autre date majeure, on est en 79. Oui. Pour la première fois, un club amateur se qualifie pour une finale de Coupe de France face au grand Nantais de l'époque. Défaite en prolongation, mais ça va être un moment charnière, un moment fondateur pour la GIA. Oui, exactement. La GIA, en fait, d'ailleurs, je crois que ça passe ce soir sur Arte. Il y a le film Coup de tête avec Patrick Devers. Je vous ai coupé l'air sous pied, mais c'était la même période. C'est en 78. Exactement, c'est 78. Donc l'année d'avant qu'a été tourné le fameux film de Jean-Jacques Hano avec le maillot de la Chagotine. Donc c'était aussi un coup de pub malin. Et Giroud est conseiller technique de ce club. Donc c'est une période un peu faste pour Auxerre. Et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en 79, donc la GIA Auxerre, club semi-amateur, on va dire, en Ligue 2, élimine en demi-finale Strasbourg
qu'elle est champion de France quelques mois plus tard, et trébuche en finale au Parc des Princes contre le Grand Nantes d'Henri Michel, Éric Pécou qui avait marqué 3 buts. Mais devant Valéry Giscard d'Estaing, alors président. Alors voilà, effectivement, c'est la tradition, hein, mais c'est que le président de la République, en l'occurrence Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, sur la pelouse salue les joueurs des deux équipes. Mais ça a vraiment fait naître Auxerre auprès du grand public. C'est-à-dire que celui qui égalise pour la Auxerre, c'est son capitaine, Serge Besonnès, qui était un grand joueur, qui est malheureusement mort d'un AVC quelques années plus tard sur un terrain, à 55 ans je crois, dont Giroud était très proche, qui a été journaliste aussi, Serge Besonnès. Et puis le petit Auxerre, le petit poussé arrive à pousser Nantes en prolongation. Finalement, Nantes s'impose 4-1 après prolongation, mais ça a vraiment fait exister la GIA sur la carte, et surtout, et après je relaisse la parole, ce qui est très important pour comprendre le fonctionnement d'Auxerre et son intelligence, c'est que l'argent récolté par cette Coupe de France, plutôt que de racheter des joueurs, ce qui est la tentation pour remonter tout de suite, pour monter en première division, c'était de l'investir dans la construction du centre de formation. J'allais justement y venir, dirigé par Daniel Rolland. Vous me mettez la passe décisive parfaite pour ma transition. Et c'est un incontournable et un incroyable succès. Les frères Cantona, les frères Boli, Pascal Vailleria, Jean-Marc Ferreri notamment. Le nombre de futures stars du foot français est assez phénoménal. Je ne sais pas si Alexis, on va écouter juste après un petit son de Giroud sur cette période de joueurs formés à la GIA et qui émergeaient quasiment chaque année pendant cette période. Nous, on a grandi, la première période c'était Boli Cantona en fait avant qu'ils partent, donc c'est vrai qu'on a vu ça éclore, mais c'est vrai que même la génération d'après, la génération Mexès, Cissé, tout ça c'est extraordinaire. Déjà, en fait il y a eu quelque part, on va dire que le foot a changé avec Larry Bosman et qu'en fait la GIA ils font les demi de Coupe d'Europe, c'est le début de Larry Bosman, mais il arrive à remonter une génération en 2001 alors qu'il y a déjà Larry Bosman, ce qui est beaucoup plus dur. Aujourd'hui ça serait quasiment possible avec l'évolution du foot, mais déjà ce qu'il faisait en 2001 c'est très fort avec Larry Bosman de monter cette équipe là. Donc non, ça a été extraordinaire. C'est un endroit qui permet aux joueurs de se relancer aussi, hein, parce qu'on est loin de tout, on est au calme. Alors il va venir parce qu'on va parler de Laurent Blanc dans un instant. On va écouter Giroud à propos de la rencontre entre Éric Cantona et Bernard Tapie. Il lui dit « Ah, bonjour Eric, ça va? Tu es né où, toi ?» Alors, Eric dit « Ben, à Marseille. »« Alors, tu sais où tu vas jouer? Hein? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème? On n'aura pas de problème de discussion financière ensemble. Tu sais bien que... Hein? Alors, t'es d'accord? Écoute, on est pressé. Allez, salut Eric. » Et on est reparti. Et il a été à Marseille. Voilà. Il y avait un modèle économique très bien établi, notamment avec cette passerelle AGA Olympique de Marseille pendant de très nombreux jours et sur pour plusieurs joueurs. Oui, pendant le déjeuner, pour préparer cette bande dessinée avec Giroud et Gérard Bourgoin, on a beaucoup parlé de Cantona et des passerelles avec Tapie. Mais moi, le tour de force de Giroud, par rapport à Cantona, c'est qu'effectivement, il le dit, il vient de Marseille. Il est né au Cailleul, mais c'est presque une anomalie qu'il ait choisi le centre de formation d'Auxerre plutôt que Nice ou d'autres clubs qui le courtisaient. Donc, alors comment Giroud a réussi à le convaincre de signer? Ce qu'il m'a raconté, ça paraît basique, c'est que Cantona était très courtisé. Et Giroud, on peut lui reprocher plein de choses, mais il était au courant de tout. C'est-à-dire, soit il allait voir tous les jeunes jouer, soit il avait, ça s'appelait pas des scouts, mais enfin en tout cas des gens de confiance, qui avait repéré ce jeune joueur à Aix-en-Provence qui brillait partout, qui était très jeune. Ce qui m'a raconté Giroud, c'est que l'intelligence de Giroud, quand ils l'ont fait laisser à Éric Cantona, c'est qu'ils lui ont proposé des maillots, de prendre des maillots. Alors que le club d'avant, je crois que c'était Nice, il fallait acheter les maillots. Et il avait dit, est-ce que je peux prendre un maillot pour mon père? Et il a dit, tu peux en acheter à la boutique. Et Giroud et Auxerre lui en ont donné. Donc il s'est dit qu'il serait mieux à Auxerre. Et évidemment, encore aujourd'hui, Cantona, qui est quand même très rare, dans les documentaires sur la GIA ou sur Giroud, il y a une salle qui porte son nom au centre de formation, une salle Éric Cantona. Donc il est, malgré sa carrière énorme, Cantona de Manchester United, etc., et de comédien, il revient de temps en temps à Auxerre et il reste particulièrement attaché à Auxerre. C'est la première grande star en fait du centre de formation, quoi, quelque part. Oui, alors après Giroud, quand il vous parle de Cantona, il dit que c'était le joueur le plus difficile à gérer. On se souvient de ses cartes rouges, de ses coups de sang. J'ai lu tout à l'heure une citation de Giroud qui disait je ne sais pas pourquoi je mérite la Légion d'or. Enfin si, je crois, parce que j'ai supporté Cantona pendant 7 ans.
C'est sans doute vrai. À vivre au quotidien, Cantona a été, j'allais dire, impossible, mais c'est ce qui faisait aussi sa force, et qu'il a effectivement très bien vendu à l'OM, comme Basile Boli a été vendu à l'OM, comme il y a eu des passerelles. Laurent Blanc, lui, n'a pas fait exactement ce chemin-là, mais il a joué dans les deux clubs. Ouais. Mais oui, Bernard Tapie et Guiraud faisaient partie. Alors, ils ont rajouté un peu pour le folklore. La façon dont il raconte, j'y étais pas, mais ça me paraît un peu surréaliste que ça soit aussi simple que ça, surtout pour convaincre Cantona. Mais ça fait partie de la magie, et parfois il a tendance un petit peu à réécrire l'histoire, Giroud, mais on a envie de le croire. Thomas, tu nous parlais tout à l'heure de la relation entre le Paris Saint-Germain, à distance bien sûr, et la JOCR. Tu parlais de Coupe de France. Moi, je pensais que tu allais nous rappeler le titre, la perte du titre de 96. Formidable remontada des Auxerrois en deuxième partie de saison face au PSG de Luis Fernandez. Tu l'avais oublié ? Moi, je m'en souviens. Non, je ne l'ai pas oublié. Celle-là, je préfère l'occulter. D'accord. Alors, une équipe emmenée par Laurent Blanc. Je crois 10 points. 10 points. PSG gagné la Coupe des Coupes cette année. C'est vrai. Mais bon. Une équipe emmenée par Laurent Blanc qui s'est, lui, vraiment complètement relancé à Auxerre. Alors, on en parlait de la construction de la pyramide du centre de formation, donc vous faites émerger des talents comme Cantona, Boli et autres, et l'une des forces d'Auxerre, alors ça a été le cas pour moi, pour Alain Roche, pour Enzo Schifo et pour Laurent Blanc. Il y a Verlat aussi qui est un peu dans ce cas-là, Franck Verlat, c'est de relancer des joueurs, en l'occurrence Laurent Blanc à l'époque était... je ne vais pas dire en disgrâce, mais il était à Saint-Étienne, pas très épanoui. Et le pari de Giroud, ça a été de lui dire on viens chez nous, reste quelques mois. Et il a été vraiment le meneur d'hommes de la JOCR avant d'être vendu, d'être transféré au FC Barcelone en 96 au bout d'une saison. Donc Laurent Blanc, et en plus c'est une avec William Prunier. Avec William Prunier, mais Laurent Blanc par Prunier, son c'était aura. avant, je crois, c'était pas en même temps. 96, je crois que c'est à peu près Prunier, c'est avant. Prunier était avec Boli. Pour moi, Prunier, c'était avec Boli. Alors, Prunier a duré longtemps, effectivement, mais voilà, le capitaine, c'était Corentin Martins, il y avait Lionel Charbonnier, Sabri Lamouchi, que moi j'adorais, Moussa Saïb. Moussa Saïb, merveilleux joueur, c'était une équipe. Parce qu'il y avait Rua, on en a parlé encore. Oui, parce qu'ils font le doublé, et ils gagnent la Coupe et le championnat, mais. Pour Auxerre, gagner un championnat, et effectivement, vous l'avez dit, cette remontée. Alors, il faut dire que le PSG de Luis Fernandez s'est effondré, je ne vais pas dire tout seul, mais tant mieux ça pour Auxerre. Moi. C'est plus... Il s'est sabordé un peu le PSG. C'est plus PSG saborde qu'Auxerre qui... Mais oui, l'intelligence d'Auxerre, avec Alain Roche, qui a pu se relancer. Normalement, ces joueurs-là, de ce calibre-là, sont hors d'atteinte. Même Enzo Schifo, qui était un peu en souffrance par rapport à son statut de star, a pu se relancer. Il est resté 3 ans quand même à Auxerre, Enzo Schifo. Laurent Blanc n'est resté qu'1 an, mais il a vraiment transmis sa mentalité de vainqueur et il incarne le Auxerre vainqueur. Alors, le titre de 96 et les doublés, résumé à sa manière, évidemment, par Giroud. La route a été longue depuis 1931, depuis votre arrivée au club. Oui, mais c'est pas mon premier titre, contrairement à ce qu'on a pu dire. J'ai été champion de division d'honneur de Bourgogne, et puis champion de France de 2e division. Maintenant, première division après la Coupe, c'est évidemment une année formidable. De quel titre a-t-il été le plus fier, à votre avis, Arnaud Ramsey ? À l'écouter, mais on ne sait jamais avec Giroud. C'est un peu de la provoque La provoque, en tout cas de la malice. Effectivement, il est arrivé au club en 1961. Là, en 96, c'est des années après. Mais là, c'était une interview d'après-match sur le terrain de Guingamp, au Roudouroux, où ils sont officiellement champions à une journée de la fin. Et la dernière journée, ils battent Nantes, le champion de titre. Donc, je sais pas, après à l'écouter, je vais pas dire qu'il ment, mais pour moi sa plus belle carte de visite évidemment c'est l'année 96, vous faites le doublé Coupe Championnat, mais ça reste le sens de la répartie et de Giroud de parler de son titre de champion de Bourgogne et de champion de Division 2. Et après chaque étape a été importante, Alexis parlait du titre, où c'est vous du titre de champion de D2, c'est ce qui a fait vraiment franchir un cap avec le but de Lucien Denis qui permet à Auxerre de remonter en Ligue 1. Honnêtement, quand Giroud s'engage comme entraîneur-joueur en 61 à 23 ans, le club est en division d'honneur, personne ne peut imaginer que ce petit club amateur va être champion de France et gagner la Coupe de France. Donc avec l'émergence de très nombreux joueurs, on a parlé tout à l'heure de Cantona, Boli, je voulais vous faire un dernier extrait. Cette fois, c'est Djibril Cissé qui témoigne. Quand tu es jeune, que tu commences un peu à être la petite starlette du coin et du championnat, que tu as un peu les moyens, que tu as galéré quand même jeune et que tu peux commencer à te faire plaisir, tu pars un peu en couille et tu fais des choses que le coach n'aime pas. Il a eu une Ferrari jaune. J'arrive au stade avec,
Et je me garde, donc il rentre dans le vestiaire, il dit c'est qui cette merde jaune là devant le truc et tout. Et j'ai dit c'est à moi. Il me dit quoi? Tu viens plus jamais avec ça? Il me dit même le maire d'Auxerre, il n'a pas des voitures comme ça. Il n'avait pas le droit d'aller dans Auxerre. Extrait d'un excellent documentaire diffusé sur Canal+. Aujourd'hui, pour terminer, il nous reste à peine 1 minute 30 à Arnaud Ramsey. Quel est le modèle économique de l'AG Auxerre, racheté donc par James Zhou, grand homme d'affaires chinois en 2016, qui développe, je résume un peu, une stratégie aussi d'internationalisation de la marque en Asie, en Chine tout particulièrement. Comment ça se déploie depuis 10 ans? Juste pour revenir très rapidement sur Cissé, et pour moi ça répond aussi en partie à la question, c'est-à-dire que AG Auxerre traite bien ses anciens. Vous avez diffusé Djibril Cissé, il est entraîneur des attaquants encore aujourd'hui, donc il est très attaché au club. Après, effectivement, c'est un nouveau propriétaire chinois, pas tous les jours présent, mais il fait une totale confiance à Baptiste Malherbe pour diriger le club. Il y a des passerelles avec la Chine. Vous avez aujourd'hui soit des États, soit des millionnaires ou des milliardaires qui sont propriétaires de clubs en France, parce que c'est la condition sine qua non pour exister. Et donc, James Zhou s'est pris vraiment de passion pour Auxerre, pour sa région, pour ce centre de formation. Il a même invité les joueurs, quand ils ont été champions de D2, à passer une semaine en Chine. Et voilà, le club a besoin de cet argent frais pour continuer d'exister et de maintenir sa place en Ligue 1. Voilà, c'est notre coup de cœur de la semaine. AG Auxerre, le fabuleux destin, une passionnante BD. Merci beaucoup Arnaud Ramsey d'être venu nous la présenter avec donc une BD avec les illustrations de Frédéric Lepage. Merci à Thomas Messi-Zetoun depuis Miami d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à Alexis merci à vous. Visan. Merci à Benjamin à la réalisation. Je rappelle d'ailleurs que la BD est publiée aux éditions En Exergue et qu'on peut retrouver cette émission sur radioj.fr en podcast, mais aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Arnaud, à très bientôt. À très bientôt. À ce micro. À suivre l'émission de Lise Gutmann et à la semaine prochaine, lundi 21h, pour un nouveau numéro de Classico. Bonne soirée à tous. Radio J. Radio J. Classico.